Salut à toi investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Kevin Marie QLR pour ceux qui ne me connaissent pas, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, récemment aussi chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais te parler de l'apport. Alors rapidement, pour un petit peu me présenter, moi je suis parti de rien dans l'immobilier il y a maintenant un petit peu plus de 5 ans. Donc pas d'amis, pas de parents, pas de connaissances dans l'immobilier, puisque je faisais du sport et de la médecine avant. Actuellement, je suis à la tête d'un patrimoine net, c'est-à-dire que si du jour au lendemain je dois revendre tout mon patrimoine, donc j'ai fait une quinzaine d'investissements en 5 ans, je récupère à peu près 1 500 000 euros. Je suis créateur avec Cédric Anissette du Club des investisseurs maintenant depuis 1 an et demi. Donc c'est un club où on va sur tous les types d'investissements, location de courte durée, achat-revente, colocation, immeuble de rapport, locaux commerciaux. On est un petit peu les couteaux suisses de l'immobilier. Club novateur, on est 50 membres. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 9 premiers mois, les membres du club ont investi à hauteur de quasiment 5 millions d'euros en un petit peu moins de 9 mois. Également formateur pour Immo étape par étape, où je fais des webconférences mensuelles. Donc vous vous en doutez, je reçois tous les jours énormément de questions. Alors, aujourd'hui on va parler de l'apport. C'est un peu le sujet tabou ces derniers temps dans l'immobilier. Faut-il mettre de l'apport pour investir, pas mettre de l'apport? Alors sans parler de faire un investissement cash, là simplement on va parler d'apport. Donc, les banques, on va faire un petit retour en arrière. Les banques, année exceptionnelle en 2019 sur l'immobilier, record de transactions. Les taux d'intérêt sont très bas, les banques ont prêté à foison. Dès le début de l'année 2020, ils ont eu une politique de restriction, le fameux taux d'endettement, 40% qui passait à 33% en étant vraiment strict. La différence aussi, on ne fait plus ou on fait très peu de calcul différentiel par rapport à un calcul classique au taux d'endettement. Donc le calcul différentiel, si on fait où on prend en compte directement la bascule entre les loyers encaissés et le crédit qui va sortir. Voilà, ce qui permet en gros, sur une méthode de calcul différentiel, quand on fait que des investissements rentables qui génèrent du cash flow, ça va paraître bizarre. Après, je vous ferai, si vous voulez, une vidéo, laissez en commentaire si vous voulez que je vous en fasse une sur le calcul différentiel pour le taux d'endettement bancaire. Puisque en gros, plus on va faire des investissements rentables avec un calcul différentiel, plus notre taux d'endettement va diminuer. Oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais forcément, si avant de prendre en compte les rentrées, les sorties, on fait déjà la soustraction, la différence entre les futurs loyers encaissés et ce que va coûter le crédit, forcément, s'il reste de l'argent à la fin, ça va venir s'ajouter dans les recettes. Donc ça va augmenter les revenus et forcément la différence entre les revenus et les charges sera plus grande, donc le taux d'endettement, lui, va diminuer. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Faut-il mettre de l'apport dans l'investissement? Donc, comme je vous le disais, depuis 2020, et vous le voyez bien en plus avec la crise sanitaire, les banques ont un petit peu fermé le robinet. 50% en moins d'obtention de crédit sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019 à la même période. Donc là, moi je vais trancher. Pour moi, je vais vous dire, je le dis franchement, je ne vais pas vous dire comme beaucoup d'autres disent c'est du cas par cas et tout. Pour moi, ça reste que ma stratégie. Il faut mettre de l'apport. Voilà, il faut mettre de l'apport, surtout et encore plus dans cette période difficile au niveau de la conjoncture bancaire. Tout simplement pourquoi? Parce que pourquoi les banques demandent de l'apport? Donc régi par le Conseil de la stabilité financière, une banque, qu'est-ce qui se passe? Vous faites un investissement de 200 000 euros, d'accord? Donc là, vous achetez un bien à 200 000 euros. On est d'accord que la valeur stricto sensu du bien, c'est 200 000 euros. Sauf que vous n'allez pas le payer 200 000 euros, puisque vous allez payer des frais de notaire dessus, donc on va dire à 8%, donc ça veut dire que vous allez payer 16 000 euros de frais de notaire, droit d'enregistrement, donc à savoir, les frais de notaire, c'est une taxe, puisqu'il n'y a que sur ces 8%, 1% qui va à peu près, 1%, 1,5% qui va au notaire, et tout le reste, c'est de l'impôt. Donc vous allez payer les frais de notaire et les frais d'agence. D'accord? Donc votre bien qui a une valeur donnée, au final, on va prendre des frais d'agence, on va faire des contrôles à 5%. Donc, sur 200 000, vous allez payer 10 000 euros de frais d'agence, 10 000 euros de frais de notaire. On est d'accord? Donc votre bien que vous achetez à un instant T et tout de suite là, 200 000 euros, au final, vous allez l'avoir payé 226 000 euros. Eh bien, les banques qui sont là en fait pour prendre des risques, entre guillemets, mais qui ne sont pas forcément spécialistes dans l'immobilier. Donc il y en a certaines qui commencent à créer des pôles ou des maisons de l'immobilier comme le Crédit Agricole, mais un banquier à la base,
il n'est pas spécialiste dans l'immobilier. Donc lui, ce qu'il voit, il dit, bon ben, il a acheté 226 000 euros son bien, là je parle d'un bien sans travaux, il a acheté son bien 226 000 euros, ça lui a coûté, pardon, 226 000 euros, alors qu'il a acheté 200 000 euros, vous êtes d'accord? Donc si du jour au lendemain, pour X raisons, notamment par exemple une crise sanitaire comme la Covid, et ben, si tout de suite la personne est obligée de revendre son bien, dans un marché plutôt stagnant ou à tendance baissière, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, au final, la personne n'a pas l'assurance de revendre son bien aussi cher que ce que ça lui a coûté globalement. Voilà. Parce que, admettons, qu'il garde son bien 2 mois, il est dans une ville où pour X raisons, il y a eu une catastrophe, une explosion comme à Toulouse avec l'usine AZF ou comme à Caen, enfin voilà, le marché stagne ou diminue, ben son bien, il va le vendre peut-être 190 000 euros. Donc au final, la différence entre les 226 000 euros qu'il a sorti globalement et les 190 000 euros potentiellement qu'il va ressortir à la revente, il va perdre de l'argent. Donc voilà, il faut savoir que c'est pour ça que les banques aiment faire des apports, aiment qu'on fasse des apports, premièrement, parce que pour un petit peu combler ces frais de notaire, frais d'agence en cas d'une revente précipitée. Je ne sais pas si vous avez compris, je rappelle, vous achetez un bien 200 000, un bien vaut 200 000, mais au final, vous allez l'avoir acheté 226 000 puisqu'on rajoute les frais de notaire et les frais d'agence. Si vous devez revendre tout de suite pour X raisons ou très rapidement dans un marché à tendance baissière, ben forcément, vous n'allez pas rentrer dans vos comptes. Donc la banque, là, se protège et veut éviter ce genre d'accident, entre guillemets, en demandant souvent un apport. Donc on est par convenance aux alentours de 15-20%, entre 10 et 20%. Voilà, donc ça c'était vraiment déjà d'un point de vue pour que vous sachiez un petit peu pourquoi les banquiers, entre guillemets, enfin pourquoi il n'y a pas que ça, mais pourquoi les banquiers aiment les apports. En plus on est dans l'esprit gagnant-gagnant, voilà, donnant-donnant, ben, vous faites un effort, surtout dans cette période où les crédits sont plus difficiles à obtenir, vous faites un effort, ok, on est reconnaissant de vos efforts, en échange de votre apport, on va vous prêter de l'argent. C'est un petit peu le schéma classique. Maintenant, on va parler de stratégie. On va parler de, sans parler de ce que veulent les banques ou quoi que ce soit. Là, il y a 2 stratégies. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai arrêté tout du jour au lendemain, puisque j'étais podoposturologue, et j'ai décidé d'arrêter tout sans filet. Je ne me suis pas mis à mi-temps, je n'avais pas de sous de côté. J'ai décidé vraiment de vouloir enchaîner les investissements, de vouloir créer un partenariat bancaire dans mes investissements. Donc là, il y a 2 stratégies. Là, on peut se dire, et on entend souvent, surtout pas, ne fais pas d'apport, l'argent est gratuit, les taux d'intérêt sont bas, ce qui est vrai, ne sors surtout pas d'argent, puisque fais travailler l'argent, fais un effet de levier maximal, ne sors pas d'apport. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une stratégie, mais encore une fois, il faut que les gens, quand ils font ça, qu'ils comprennent que ça fait partie intégrante d'une stratégie et qu'ils seront peut-être bloqués à l'avenir dans une optique de partenariat bancaire et d'enchaînement d'investissement. Je m'explique. Si, admettons, j'ai un petit peu de trésorerie et un investissement qui m'intéresse, je pourrais très bien, j'ai un taux d'endettement très bas et je sais, admettons, qu'en allant sur cet investissement, la banque officiellement n'aurait pas à me demander potentiellement d'apport, puisque on est dans une ville à tendance marché haussier, donc il n'y a pas ce problème, ce que je vous expliquais au préalable, cette histoire entre ce que coûte totalement un bien et la valeur réelle du bien, la différence avec les frais de notaire et les frais d'agence, donc il n'y a pas tout ça. Donc j'achète un bien, et là, dans une optique d'enchaîner les investissements, de créer un partenariat bancaire avec une banque, moi c'est ce qui m'est arrivé il y a 5 ans, en gros pour qu'après le premier investissement, effet boule de neige, inertie, entraîne vraiment plusieurs investissements rapprochés. Ben, moi je vous conseille, vous avez tout intérêt à, entre guillemets, faire un apport. Je m'explique pourquoi. On va faire moi j'aime bien les métaphores, on va faire une petite comparaison avec le monde de l'entreprise. Donc, on est d'accord, quand vous rentrez dans une boîte, au niveau des perspectives d'évolution, si vous voulez monter au niveau du grade, enfin, si vous voulez évoluer rapidement dans votre boîte, il va falloir que, on ne va pas se mentir, vous soyez meilleur que les autres. Donc que vous ayez des meilleurs résultats, et donc que vous tapiez dans l'œil de votre DRH ou de votre directeur ou quoi que ce soit, vis-à-vis de la concurrence. Eh bien, il faut un petit peu raisonner comme ça quand on va voir une banque.
Quand on a dans sa tête déjà, attention, j'en ai déjà parlé, l'importance du mindset, on sait déjà où on veut aller, on sait déjà qu'on ne veut pas se créer des revenus complémentaires, mais on veut vraiment se créer des revenus alternatifs. Il y a une différence entre les revenus complémentaires et les revenus alternatifs. En gros, revenus complémentaires, je garde mon métier, je veux mettre un peu de beurre dans les épinards, là, pas de souci. Mais si on veut se créer vraiment des revenus alternatifs et vraiment créer un partenariat avec une banque et enchaîner les investissements, ben je vous explique. Mettre un apport, forcément, alors attention, pas à hauteur de ne pas faire un investissement cash. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il ne faut pas faire l'argent au coup de pas cher. Non, faites un apport, admettons, de 15%. D'accord? Donc on va prendre un investissement de 200 000 euros. Vous êtes sur un investissement de 200 000 euros. 200 000 euros sur 20 ans, c'est 1 000 euros par mois à rembourser, grosso modo. Là-dessus, vous avez, là on va rentrer vraiment dans les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans les charges comme ça. Vous avez sur cet investissement à 200 000 euros, donc 1 000 euros de crédit, et vous avez là-dessus 2 000 euros de loyer qui tombent. D'accord? Donc ces 2 000 euros de loyer, une fois que vous retirez vos crédits, on va dire que vous retirez toutes les charges afférentes à un investissement immobilier, taxes foncières, PNO, charges de copropriété, gestion locative, tout ça, il vous reste, on va dire, 500 euros. D'accord? Donc vous avez 2 000 euros de loyer, vous enlevez vos 1 000 euros de crédit, et ensuite vous enlevez vos 500 euros de charge, on va dire même 600 euros de charge globale, il vous reste 400 euros. D'accord? Sur cette optique-là, 400 euros, bon c'est bien, le banquier, après vous pouvez aller lui montrer les résultats, de toute façon il les voit et tout. Vous pouvez aussi en mode PNL insister et vraiment lui envoyer chaque mois un petit mail en disant merci de m'avoir suivi, regardez ce mois-ci j'ai fait tant de cash flow. Voilà, pour lui montrer un petit peu. Toujours ce parallèle avec une boîte, une entreprise où vous voulez performer pour évoluer rapidement dans la boîte, ben c'est un petit peu le même rapport et le même challenge qu'il faut se mettre avec un banquier, c'est de se dire voilà, je vais lui montrer que moi, je suis très bon, voilà, il faut avoir confiance en soi, et que je fais des choses qui sortent du commun. D'accord? Donc, là, sur le même principe des 200 000 euros, 1 000 euros de crédit, 600 euros de charge, on va rajouter, on va dire qu'on fait un apport de 15%. Donc 15% de 200 000, on va faire un apport de 30 000 euros. D'accord? Donc 30 000 euros sur ces 200 000 euros, je ne vais plus qu'emprunter 170 000 euros, d'accord? Au lieu d'emprunter 200 000 euros. Ça me couvre à peu près les fameux frais de notaire, frais d'agence, au cas où j'ai un coup dur pour revendre. Donc ça c'est rassurant vis-à-vis de la banque parce qu'elle voit, bon, il emprunte 170, s'il est obligé de revendre rapidement, même si le marché est un petit peu stagnant, nous on récupérera nos sous. Voilà ce qu'ils se disent. Donc je fais mon apport de 30 000 euros, déjà dans l'émotionnel du banquier, a priori positif. Ah, il fait un effort, il met la main à la pâte. Donc déjà, là vous rentrez dans une relation, on est toujours, quand on communique, hein, et j'insiste là-dessus, la valeur d'une communication, elle se quantifie par rapport à la réponse qu'on suscite. Voilà, pour savoir si on a bien communiqué avec quelqu'un, et c'est le cas face à un banquier, et ben en gros c'est savoir si on a réussi à avoir ce que l'on voulait. Et là on peut se dire, bon ben j'ai bien communiqué, il a bien compris tout mon projet, il me suit. Donc cet apport, et on prend le schéma. On reprend le schéma, 200 000, donc je fais un apport de 15%, je n'emprunte donc plus que 170 000 euros. Là-dessus, donc je vais avoir un crédit 170 000 euros sur 20 ans de 850 euros par mois. Voilà. Et donc 850 euros par mois que je déduis de mes 2 000 euros de revenus locatifs, plus mes charges qui sont à 600 euros, toujours, elles n'ont pas bougé, elles. Donc on est à 1 450 euros. Et donc là, on se retrouve, au lieu d'avoir un cash flow à 400 euros par mois, mais on se retrouve avec un cash flow de 550 euros par mois. Donc, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence, le différentiel entre avoir 400 euros par mois ou 550. On est vraiment sur une énorme différence pour un petit effort à l'entrée. Donc là, déjà, le banquier va se dire, voilà, j'ai eu un client, dis donc, là, il a investi sur une colocation, il sort tous les mois 550 euros par mois une fois qu'il a donné tout à tout le monde. Vous voyez? Là, on se met à la place dans la carte, dans le territoire du banquier, et là, vous l'impressionnez. Alors attention, j'emploie des mots volontairement imagés, il n'est pas, mais mine de rien, et ça, vous pouvez prendre des exemples partout, on a des banquiers sur 10 clients, à mon avis, s'il en a un qui fait 550 euros de cash flow par mois net, c'est déjà bien. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc vous voyez, dans la capacité à se projeter sur un éventuel partenariat, voilà,
Le banquier, déjà, il a plutôt un ressenti très positif sur vous. Voilà. Le deuxième point, où vous marquez les points vis-à-vis des banquiers, c'est qu'en plus, vous avez fait un effort. Vous êtes dans l'esprit gagnant-gagnant, plutôt que de dire, ben voilà, et là je prends le cas par exemple, si vous voulez vous faire financer sur un bien, vous avez un taux d'endettement bas, vous n'êtes pas obligé de faire de l'apport. Voilà. Donc clairement, le banquier vous dit, et là on rentre vraiment un petit peu dans de la PNL, le banquier vous dit, voilà, là je peux vous prêter jusqu'à 200 000 euros. Vous avez un taux d'endettement qui est très bas, là si on rajoute cette mensualité, c'est 1 000 euros par mois, ça passe. Ben là, même moi, là, je vous conseillerais, si vous avez les capacités, bien sûr, si vous n'avez pas de trésorerie, n'allez pas vous mettre dans le rouge, mais si vous avez les capacités un petit peu, ben de dire au banquier, voilà, moi, j'ai bien compris que vous me prêtiez cette somme, à 110%, comme on dit, c'est-à-dire que vous ne sortez rien, mais moi, non, moi, c'est pas ce que je veux, et c'est, justement, là, vous êtes en position de force, parce qu'on vous prête une somme, d'accord, et vous allez lui répondre, et c'est là qu'il faut peut-être amener le sujet. Moi, dans une optique d'enchaîner les investissements, de créer un pseudo, parce que des vrais partenariats avec des banques, quand on est investisseur, entrepreneur particulier, c'est très compliqué. Mais je voudrais, voilà, qu'est-ce que vous pourriez me proposer si là, alors que je pourrais investir sans faire d'apport, si là, je vous proposais, moi, de faire un apport de 10-15% pour un petit peu sécuriser le bien, pour montrer que je fais un geste, que je mets de l'argent chez vous aussi, c'est une façon déguisée de faire ça, qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Et donc là, c'est là qu'on peut entamer des négociations, si vous lui amenez bien le sujet en disant voilà, moi je vous montre que je fais un effort, que je suis dans l'esprit gagnant-gagnant, en plus, et vous le verrez, car je vous le montrerai, ça va me diminuer mes mensualités de crédit, et donc je vais surperformer, avoir un cash flow très significatif, beaucoup plus important que 90% de vos clients. Vous n'hésitez pas à employer ces termes. Il faut aussi poser son autorité sociale. Alors, pas au début, voilà, pas au premier rendez-vous, première prise de parole, vous n'allez pas arriver, les pieds sur la table, moi j'y connais tout, vous n'y connaissez rien. Non, là vous allez le braquer. Mais dans cette optique-là, comme je vous ai dit, gagnant-gagnant, bon vous me prêtez ça, moi très bien, mais moi je voudrais quand même faire un apport parce que je veux vraiment vous montrer ma bonne foi et ma motivation pour faire perdurer notre relation de partenariat au niveau des investissements. Vous voyez comment on peut amener les choses et comment après on peut se trouver amené à enchaîner les investissements avec un banquier parce qu'on lui a fait confiance, enfin on l'a rassuré, il a confiance en nous, il voit qu'on joue le jeu. Il se souviendra toujours de ce premier investissement où vous n'étiez pas obligé de faire cet apport, mais où vous l'avez fait. Voilà, vous l'avez fait pour lui montrer que c'est gagnant-gagnant, que certes la banque vous prête de l'argent, mais qu'en retour, vous faites un geste, ça vous diminue vos mensualités de crédit, vous performez plus avec un cash flow qui fait partie des 5% des gens qui font ce type de cash flow, et encore. Donc le banquier est impressionné, vous affichez votre autorité sociale et ça peut vous ouvrir la porte sur des séries d'investissements, en gros. Alors, encore une fois, c'est pour ça que je dis c'est du cas par cas. C'est aussi une petite prise de risque. Vous pouvez aussi très bien ne pas mettre d'apport sur ce même projet, sortir vos 350-400 euros par mois, au mieux, hein, encore une fois, là, on est sur des cash flows, nous, qu'on fait à 99% du temps au sein du club. C'est pour ça que je vous prends ces exemples. Peut-être que vous allez vous dire, mais attendez, il me parle de quoi, là, toujours faire au moins 400 euros de cash flow. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait au sein du club des investisseurs. C'est pour ça que je vous parle de ce delta. Mais si on est sur des tranches et sur des fourchettes plus basses, ça peut être encore plus représentatif. Voilà, vous faites un investissement sans faire d'apport, vous êtes à zéro, vous êtes à 100-150 euros de cash flow, on va dire. Non, vous êtes à zéro. Voilà. Une fois que vous avez donné toutes vos charges, vous êtes à zéro. Si, à la place de faire cet investissement, vous faites un apport sur cet investissement, au lieu d'être à zéro, vous êtes à 150-200 euros par mois, c'est plus du tout le même rapport avec le banquier. Voilà. Alors que vous étiez à flux tendu, en tension permanente, en étant à zéro, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un événement, d'un problème dans l'appartement et tout, là, tous les mois, au lieu de faire zéro, vous faites 150 euros, 200 euros de cash flow parce que vous avez fait un apport initial. Voilà. Donc c'est vraiment, moi je suis plutôt, quand on a cette optique de vouloir créer une relation vraiment de confiance, de partenariat avec un banquier, quand bien sûr il faut qu'il vous comprenne sur votre façon de faire, sur votre façon d'investir, moi je trouve que l'apport est vraiment, peut vraiment être intéressant. Je ne dis pas que, encore une fois, j'ai bien conscience que
l'argent n'est pas cher, les banques prêtent à des taux d'intérêt assez bas, même de nos jours. Là, on est aux alentours de... Ça a un petit peu monté avec la Covid, mais ça se comprend. Mais il faut vraiment partir dans cette optique de partenariat et de rassurer les banquiers et de surperformer. N'oubliez pas ce petit parallèle entre le rapport avec le banquier et le rapport en entreprise. Quand on veut évoluer et monter dans une entreprise, c'est la même chose dans une banque. Voilà, vous êtes en concurrence, les banques ont des crédits, ont des stocks de crédits à délivrer et vous êtes donc en concurrence. C'est la nature de notre société. Vous êtes en concurrence avec d'autres investisseurs. Si vous sortez du lot, bah forcément, vous mettrez plus de chances de votre côté pour continuer à enchaîner. Ensuite, et là on y reviendra dans une autre vidéo, il faut savoir cet apport en plus, on peut aussi le négocier entre guillemets et par exemple retomber sur ses pattes entre guillemets, en demandant en contrepartie un différé de crédit. Voilà. Après, tout ça c'est des calculs. Si vous êtes sur un investissement à 100 000 €, vous mettez 10% d'apport, d'accord, vous mettez 10 000 €, d'accord, et que par contre en contrepartie ça vous permet d'avoir, je vous rappelle, les différés de crédit, partiel ou total, soit on rembourse les intérêts d'emprunt, soit on rembourse juste les intérêts d'emprunt, soit on rembourse rien du tout, à part l'assurance. Voilà. Donc ça vous permet d'emmagasiner de la trésorerie, de ne pas avoir de mensualité de crédit pendant une période donnée. En général, ça va jusqu'à 36 mois, c'est très rare. Mais on peut facilement contracter un différé d'emprunt sur 24 mois. Si vous lui posez la question, vous lui posez le dilemme. Vous dites, voilà, moi, si je mets 10% d'apport, alors que je ne suis pas obligé, puisque j'ai un taux d'endettement qui est bon, est-ce que vous me proposez un différé? Qu'est-ce que vous me proposez au niveau différé d'emprunt? S'il vous dit, ben moi, je vous propose 24 mois. Lui, il n'est pas censé connaître votre projet. Et après, c'est des calculs à faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, en amont, vous avez fait vos calculs, vous dites, bon, je vais sortir 10 000 €, d'accord? Mais je sors ces 10 000 € que si on me propose un différé total d'emprunt sur 24 mois. D'accord? Parce que vous savez qu'avec ce différé d'emprunt sur 24 mois, eh ben vous allez récupérer 1 500 € par mois pendant 2 ans. Vous voyez comment on peut raisonner aussi? Donc 1 500 € sur un an, on est à 15 000, 18 000. Vous allez récupérer 36 000 € sur 2 ans. Ben, vous voyez la bascule. Vous avez fait, et donc on peut même dire 15% d'apport. Admettons, vous avez sorti 15 000 €, d'accord, pour rassurer le banquier, pour lui montrer que vous êtes dans un esprit gagnant-gagnant. Et en contrepartie, vous lui demandez un différé. Lui, il ne connaît pas votre projet en soi. Lui, peut-être qu'il se dit, bon, ben, ça va lui permettre pendant 2 ans, de récupérer 300, 400 € par mois. Non, il ne sait pas que vous faites de l'investissement au rendement et qu'au final, en l'absence de crédit, vous allez récupérer 1 500 € par mois. Et donc, au final, ben, c'est bénéfice-risque. Vous allez récupérer, grâce à votre différé d'emprunt, beaucoup plus d'argent, de cash, que lors de l'apport initial. Alors, bien sûr, sur plus de temps, mais vous voyez comment on peut aussi moduler les choses. Le différé d'emprunt, total ou partiel, mais plutôt total dans cette optique-là, peut être aussi un contrepoint intéressant pour justifier un apport. Voilà. Et voilà, moi je mets un apport, qu'est-ce que vous me proposez en différé? Voilà. Parce que vous savez que vous avez un super projet et qu'au final, ce différé va vous permettre de mettre 2 ou 3 fois plus d'argent de côté que votre apport initial. Donc voilà un petit peu comment il faut faire au niveau des apports. Bien sûr, ça c'est des stratégies. Je dis pas qu'il faut pas, je dis pas ceux qui font pas d'apport, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment prendre son investissement dans une globalité et savoir où on veut aller. Voilà, c'est surtout ça, savoir où on veut aller. Si on fait un investissement pépère, père de famille, et qu'on n'a pas besoin de mettre d'apport, qu'on n'a pas envie de sortir de la trésorerie X, Y, bon, voilà, on fait un investissement 1, on veut en faire qu'un, voilà. Par contre, si on a l'optique vraiment d'enchaîner les investissements, de surperformer, de faire partie du Pareto+++, là c'est pas les 20%, on serait sur les 5%, peut-être même moins, des investisseurs qui font vraiment du gros cash flow. Tout ça dans l'optique après de rassurer le banquier et d'enchaîner des investissements derrière. Pourquoi pas même lui en parler tout de suite. Voilà, si moi je continue d'investir comme ça, avec des rendements aussi bons, à chaque fois si je remets de l'apport, parce qu'après il y a des schémas qui peuvent se mettre en place. Vous pouvez, moi je connais les gens, moi ça m'est arrivé quand j'ai pu investir massivement, c'est un petit peu plus compliqué là avec les investissements, à cause de la conjoncture bancaire, mais vous pouvez très bien partir sur alors, vous n'allez pas signer un papier, mais un espèce de deal de confiance à confiance. C'est-à-dire, voilà, moi à chaque fois, si sur mes investissements, je vous mets 15% d'apport, mais en contrepartie, à chaque fois, vous me proposez 24 mois de différé de crédit, parce qu'en plus, ça peut être des projets, et je vous conseille de faire ça, des projets avec travaux.
Donc, ça peut être intéressant à chaque fois de mettre ce système en place. À chaque fois, donc 15%, du différé total pendant 2 ans. Ça vous permet de regérer, de recréer de la trésorerie et de combler votre apport. Et en plus, d'avoir de nouveau un apport plus conséquent pour un nouvel investissement. Et c'est comme ça qu'après, on fait effet boule de neige. Alors dites-vous qu'il n'y a pas mort d'homme. Si vous faites sur 100 000 euros un apport de 10 000 euros, on est d'accord que pour mobiliser 100 000 euros, vous allez être obligé d'en mettre que 10. Donc vous avez quand même un effet de levier, le fameux effet de levier bancaire qui est x10. L'effet de levier, c'est simple. C'est que vous mettez 10, d'accord? Donc là, à l'instant T, vous êtes obligé de sortir 10 000 euros, mais pour en mobiliser 100. Donc 10 x 10, 100. Vous avez un effet de levier de 10. Donc c'est quand même énorme, malgré tout. Voilà. Donc ça, c'est des petits tips, des petites astuces pour vraiment vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à dire je mets de l'apport, je ne mets pas de l'apport. Non, tout dépend de votre stratégie à moyen terme, à court terme. Tout dépend de quelle relation vous voulez instaurer vis-à-vis de votre banquier. Tout dépend de comment vous voulez performer, à quelle vitesse vous voulez sortir de la rat race, ainsi de suite et ainsi de suite. Allez, je vous retrouve très vite. À bientôt.